Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de mai. Dans ce point lecture, j'ai quelques romans ainsi que titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord du roman Le Chant des Cavalières par Jeanne-Marième Corrèze. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du recueil de nouvelles Des mots par la fenêtre. Ensuite, je continuerai avec les tomes 3 et 4 de la saga Nixie Turner par Fabien Clavel. Et enfin, je vous parlerai de Sweet Mama's Café par Hélène Husset. Et côté graphique, je vous parlerai de ma lecture des 2 tomes du Storyteller, qui est une sorte d'anthologie dirigée par Jim Henson et qui est publiée aux éditions Kinaï en français. Donc celui que je vous ai présenté avant c'était Dragon et celui-ci c'est Sorcière. Et je vous parlerai également de ma lecture de la bande dessinée Esme, donc le premier tome qui est sorti aux éditions Jungle. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Le Chant des Cavalières par Jeanne-Marième Corrèze. Il est sorti aux éditions des Moutons électriques et il est sorti au mois de février, il est donc disponible. Je l'ai lu dans le cadre forcément du mois de la fantasy et d'ailleurs si vous participez au mois de la fantasy, sachez que ce titre remplit 6 des 12 catégories, donc voilà, c'est un livre plutôt bénéfique de ce côté-là. Du coup pour ce qui est de ce roman, c'est un roman assez compliqué, assez dense, comme c'est d'ailleurs souvent le cas aux Moutons électriques. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et dont j'aime vraiment beaucoup en fait leurs titres de fantasy. Je suis pas forcément ce qu'ils publient dans les autres genres, mais en fantasy j'aime généralement beaucoup ce qu'ils proposent. Ils proposent souvent des textes qui sont originaux, mais qui sont aussi très poussés, assez exigeants en tout cas en termes de plumes, d'écriture, et donc c'est le cas à nouveau ici. C'est pas forcément la fantasy la plus accessible, je préfère vous prévenir, mais c'est vraiment de la fantasy très intéressante. Il s'agit en plus ici d'un premier roman. Et pour ce qui est de l'histoire, en fait ça se passe dans un royaume qui est un petit peu fragile au niveau politique, et ce royaume est protégé par 4 citadelles. Dans chacune des citadelles, il y a une matriarche et d'autres cavalières ainsi que des écuyères et enfin des novices, des jeunes femmes, puisque dans les citadelles il n'y a que des femmes et ces femmes sont donc des cavalières. Elles chevauchent des dragons et sont donc dirigées par une matriarche à chaque fois. Nous, on va suivre l'histoire ici de 2 personnes. On va suivre l'histoire d'une matriarche qui vient d'arriver à la tête d'une des citadelles, et ensuite l'histoire d'une jeune femme qui vient de devenir écuyère et à laquelle on va confier une tâche un peu particulière d'écuyère, puisqu'elle va devenir donc l'écuyère de la nouvelle matriarche. Et donc on suit toute cette histoire-là, en sachant également qu'on a tout l'aspect politique autour du royaume. Le royaume est dirigé par un roi et un prince, et le reste des personnes au commandement en fait sont des hommes, mais ce qui assure la protection du royaume, ce sont vraiment ces femmes guerrières avec leurs dragons. C'est également un univers dans lequel il y a un peu de magie et dans lequel il va y avoir en fait une sorte de quête de pouvoir pour essayer de rétablir quelque chose qui existait auparavant et qui assure le pouvoir, mais aussi une forme de stabilité, ouais, une forme de stabilité où tout va bien quoi. Et donc nous on va suivre toute cette histoire là. J'ai vraiment bien apprécié le personnage de Sophie, qui est donc la jeune fille que l'on suit, même si je l'ai pas trop appréciée dans tout le début du récit, puisqu'en fait ce qu'on nous explique c'est que pour pouvoir devenir écuyère, pour pouvoir s'approcher des dragons etc, il faut que la femme ait eu ses premières règles. Et les premières règles de Sophie sont un peu longues à arriver, et donc au début il y a toute une partie où elle attend désespérément d'avoir ses règles, qui m'a pas forcément beaucoup emballée, mais par contre par la suite j'ai vraiment bien aimé ce qui est proposé. On voit vraiment comment Sophie en fait essaye d'exister aux yeux de la matriarche, et ça l'amène à faire plein de choses, et des choses pour lesquelles en fait elle est un peu manipulée par tout le monde, mais elle s'en rend pas forcément compte. Elle, ce qu'elle cherche avant tout finalement, voilà, c'est vraiment une forme de reconnaissance de la part des autres. J'ai vraiment trouvé ça très chouette. C'est également un roman dans lequel il y a pas mal de relations LGBT, surtout de relations lesbiennes, d'autant plus ouais, que dans les citadelles il n'y a que des femmes. Et vraiment c'était vraiment chouette, donc j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, les dragons, la figure du dragon qui est présentée ici m'a également beaucoup plu, beaucoup convaincue. Et l'histoire était très intéressante, même si voilà, c'est un roman qui est assez exigeant, qui est assez lent au début, et voilà, je trouve que c'est un roman qui est exigeant dans le bon comme dans le meilleur sens du terme, enfin dans le meilleur comme dans le moins bon pardon sens du terme. Voilà, c'est vraiment quelque chose de qualité, mais en même temps c'est pas quelque chose de super simple à lire. Mais voilà, l'écriture est vraiment très chouette, et j'aime beaucoup tout le jeu de manigance qui est fait. Apparemment de ce que j'ai vu, c'est un one shot, mais de ce que j'ai vu il y aura d'autres
tomes compagnons qui sont prévus, des sortes de spin-off dans le même univers, et je trouve ça vraiment chouette parce qu'il y a certaines citadelles qu'on a commencé à voir qui avaient l'air vraiment sympa, et je pense que c'est un univers qui est suffisamment large pour pouvoir proposer plein d'autres histoires dedans. Donc voilà, je pense que je les découvrirai, mais c'était vraiment très chouette. Oui, j'ai également noté que c'est un roman qui reste assez peu linéaire, qui part beaucoup dans les rêves, ouais, il y a pas mal de dimensions, il y a à la fois ce qui se vit vraiment, le rêve, les espèces de trucs qui viennent du passé, etc. Enfin ouais, mais c'était vraiment chouette, pour ma part j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis tournée sur Des mots par la fenêtre, qui est donc le recueil de nouvelles qui est fait par, je sais plus, une soixantaine d'écrivains. Et donc les écrivains se mobilisent pour les hôpitaux, puisque ce recueil de nouvelles est disponible uniquement au format numérique. Il est vendu 5 €, enfin 4,99 €, et c'est reversé à la Fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France. C'est un titre que pour ma part je n'ai pas apprécié. Je préfère vous prévenir. Donc comme je disais, il y a une soixantaine d'écrivains qui se sont mobilisés, qui ont participé, et pour ma part j'ai retenu à peu près 6 ou 7 nouvelles sur la soixantaine. Il y en a énormément que j'ai trouvé d'une banalité assez poussée, qui parlent en fait juste du confinement et du fait que ça permet de se recentrer sur soi-même et ce genre de choses. Franchement c'était pas ce que j'avais envie de lire, j'ai lu pendant le confinement et clairement c'était pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Donc voilà, j'étais pas très convaincue. Il y en a beaucoup que j'ai lu en diagonale. Il y en a certaines qui parlaient également de liberté, mais c'est pareil, certaines parlaient de liberté avec des poncifs qui m'intéressaient pas beaucoup. Mais il y a quand même quelques nouvelles qui étaient vraiment plus intéressantes que les autres. Donc voilà, je l'ai quand même fini parce que j'avais envie de voir s'il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes dedans, mais c'est vrai que comme je vous le dis, voilà, il y en a beaucoup que j'ai lu en diagonale. À chaque fois que je voyais dans quel style de nouvelles ça partait, je les accélérais. Voilà. Pour ce qui est des nouvelles que j'ai bien appréciées, celle de... celle de Sophie Fontanelle, c'est pas celle que j'ai préférée, mais je l'ai bien aimée. J'ai beaucoup aimé celle de Karine Gibel, qui est assez sombre et qui ne parle pas du confinement. J'ai beaucoup aimé celle de Anne Icard, qui était vraiment très chouette et qui pour le coup parlait du confinement, mais vraiment d'un autre point de vue. J'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle de... Je suis en train de faire la table des matières. Non, tout ça c'est... non. Je crois que celle de... Je sais plus. Je crois celle de Vivienne Moore, mais je suis pas complètement sûre. J'ai aimé aussi celle de Tatiana Dronet, même si elle était super bizarre. Et il y en a quelques autres, je sais plus exactement. Mais enfin voilà, il y a quelques nouvelles vraiment que j'ai trouvé bien. Ah, celle de Serena Giuliano aussi était vraiment chouette. Elle parle vraiment du confinement, mais elle était chouette. Et celle de Caroline Laurent aussi, qui parle également d'une autre forme de confinement. Mais voilà, donc ouais, j'ai retenu quelques nouvelles, mais il y en a beaucoup que j'ai squeezées et qui m'ont pas intéressée. Voilà. Et du coup, j'ai mis la note de 11/20. Voilà. Ensuite, je me suis tournée sur la série de Fabien Clavel avec le tome 3 et le tome 4 de Nixie Turner contre les Croque-Mitaines. Le tome 3 s'appelle Le Père Fouettard et le tome 4 Le Marchand de Sable. Ce sont deux titres que j'avais reçus de la part des éditions du Chat Noir, puisque je suis partenaire avec eux cette année pour la collection justement des Châteaux Hantés, donc leur collection jeunesse, qui est une collection que j'adore en règle générale. J'avais donc lu les tomes 1 et 2 au début du confinement, j'attendais un petit peu parce que le tome 4 en fait devait sortir le 1er avril, mais comme cette série n'est disponible que en format papier et que le Chat Noir n'a pas pu faire ses envois durant le confinement, voilà, je préférais attendre un peu, puisque maintenant que les envois reprennent, vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions du Chat Noir. Il y a juste le temps du traitement logistique, puisqu'ils sont en train du coup d'envoyer toutes les commandes qui ont été passées durant le confinement. Mais voilà, du coup vous pouvez l'avoir prochainement, donc je me permets d'en parler maintenant. Donc pour ce qui est de cette série, la série Nixie Turner contre les Croque-Mitaines est une série qui a démarré très fort je trouve. C'est une série dans laquelle Fabien Clavel nous propose de mettre en parallèle des figures mythologiques et des mal-être adolescents, des problèmes adolescents. Et du coup voilà, dans le premier tome on découvrait un collège, ça se passe je crois dans une classe de 6ème, et dans cette classe de 6ème il y a le personnage de Nixie qui est une jeune fille un peu étrange avec des cheveux blancs que les enfants voient mais qu'en général les adultes ne voient pas, les profs ne l'appellent pas quand ils font l'appel, etc. Et on va comprendre en fait que Nixie est là justement pour chasser les croque-mitaines qui peuvent s'en prendre à certains des élèves. La première que l'on suivait c'était Nawel. Nawel était poursuivie par une Baba Yaga, et une Baba Yaga c'est une figure qui se nourrit de rumeurs, ce qui vous laisse donc entendre le type de problème que peut subir Nawel. Dans le second tome s'appelle La Goule et il parlait d'Iman, et la Goule se nourrit
de la personne. Et donc voilà, ça parlait également d'un autre sujet. Et ensuite, donc pour ces tomes 3 et 4, le tome 3 s'appelle Le Père Fouettard, et dans Le Père Fouettard on suit donc une troisième personne de leur groupe d'amis qui s'appelle Cora. Le Père Fouettard en gros c'est une créature qui vous pousse à commettre des choses dangereuses et qui vous pousse à vous mettre en danger, et on va comprendre pourquoi est-ce que Cora fait ça. Cora a une maladie et voilà, finalement c'est ce qui la pousse un peu à vouloir vivre à tout prix, quitte à faire des choses assez dangereuses. Dans ce tome 3, comme d'ailleurs dans le tome 4, on change vraiment de dynamique par rapport aux deux premiers tomes. Du coup je trouve que ma césure entre les tomes était plutôt bien choisie finalement, puisque les deux premiers tomes se centrent vraiment fortement sur le fameux croque-mitaine et comment est-ce qu'il atteint l'adolescent, et du coup nous permet vraiment de parler des problèmes adolescents. Dans le tome 3 et le tome 4 ça reste le cas, à chaque fois il y a donc toujours un croque-mitaine différent, mais le background de Nixie Turner, donc quand même l'héroïne de cette série, reprend un peu le pas sur le reste, et du coup on a moins l'aspect problème adolescent et plus l'aspect histoire autour de Nixie, qui elle est, etc. Donc l'aspect mythologique est également plus développé finalement dans les tomes 3 et tome 4, mais par contre l'aspect autour de l'adolescent en question qu'on suit, lui passe un petit peu plus en second plan, enfin est un petit peu moins creusé en tout cas. Après voilà, comme les tomes sont très courts et qui font la même taille que les précédents, à savoir autour de 110 pages, on pouvait pas tout mettre dedans, donc voilà, du coup la dynamique change un peu pour ça. Donc voilà, pour le tome 3, du coup j'ai vraiment bien apprécié, j'ai trouvé ça chouette d'en apprendre enfin un peu plus sur Nixie, et c'est ma couverture préférée de la série. Et pour le tome 4, donc le marchand de sable, c'est quelqu'un qui vous laisse miroiter des choses globalement, et c'est ce qui va arriver à un personnage qui n'est pas un personnage qui est très apprécié dans le reste de la série. Lui pour le coup ne fait pas du tout partie du groupe d'amis. C'est un jeune homme qui n'est pas très sympathique, mais qui aimerait bien se rapprocher d'une personne en particulier du groupe, et il va lui arriver des choses avec donc un croque-mitaine, à savoir en l'occurrence un marchand de sable, qui va lui laisser miroiter des choses qui font écho à ce qui lui manque dans son histoire personnelle, dans son passé. Et pareil, c'était chouette aussi, mais pareil ici on a pas mal quand même l'histoire de Nixie et un peu moins cette histoire de ce jeune homme. J'aurais bien aimé voir un peu plus certains aspects de l'histoire du jeune homme creusé, mais d'un autre côté il faut aussi que l'histoire de Nixie avance, puisque cette série sera terminée avec le tome 5 qui devait initialement paraître en août. Du coup je sais pas avec tout ce qui s'est passé si ça va être décalé ou pas, mais je pense qu'il devrait sortir quand même cette année. Mais voilà, donc vraiment une série jeunesse très chouette à nouveau avec Nixie Turner, et du coup j'ai mis la note de 16/20 à chacun de ces deux tomes. Et pour terminer sur les romans, j'ai donc lu Sweet Mama's Café par Hélène Hussey aux éditions Mosaïque. C'est un roman historique. J'avais déjà lu un roman d'Hélène Hussey qui s'appelait La petite fille de la rue Maple, qui est un roman historique que j'avais bien apprécié, qui parlait de la ségrégation raciale, qui est un thème que j'aime beaucoup dans les romans. Sweet Mama's Café parle un petit peu de ça, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger et beaucoup plus secondaire que dans La petite fille de la rue Maple, où c'est vraiment quand même au cœur du sujet. Là ici c'est pas le cas. J'ai été d'ailleurs assez déstabilisée au début du roman parce que je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'on allait suivre des personnages qui étaient noirs, et en fait non, il y a juste une personne de leur groupe, du groupe qu'on suit qui l'est, et en fait on voit après, parce qu'il y a des flashbacks dans le passé, etc. Mais du coup ce roman ne se passe pas pendant la période de la ségrégation raciale, et la plupart des personnages du coup ne sont pas concernés, mais c'est un petit peu présent en second plan, on va dire. Pour ce qui est donc de l'histoire de Sweet Mama's Café, on suit l'histoire d'une famille qui est une famille un peu particulière, puisqu'en fait il y a une grand-mère qui est donc Sweet Mama, qui dirige un café. Et cette grand-mère vit depuis toujours avec sa meilleure amie, dont j'ai complètement oublié le prénom. Elle vit depuis toujours avec sa meilleure amie, qui est donc elle une femme noire, qui au départ lui avait été offerte en tant qu'esclave, mais qui est devenue très rapidement beaucoup plus que ça. Cette femme Sweet Mama a eu 2 enfants, mais ces 2 enfants, voilà, il y a un des 2 garçons qui est décédé, et l'autre je crois qu'elle n'a tout simplement plus de contact avec lui. Le garçon qui est décédé alors qu'il avait 3 enfants, une fille aînée qui est surnommée Sis, comme Sister, et 2 enfants plus jeunes, et 2 enfants qui sont plus jeunes, qui sont des jumeaux. Donc nous en fait on va suivre toute cette famille, en sachant que la plus jeune sœur a également eu elle-même un enfant.
Et ensuite toute cette famille qui du coup est un peu particulière, qui vit plus ou moins ensemble, sauf que le frère donc était parti pendant la guerre du Vietnam et qu'il rentre tout juste au début du roman. Donc il y a également cet aspect là, et puis en parallèle on va avoir en fait dans ce roman beaucoup d'histoires différentes qui vont finalement venir s'entremêler. Je trouvais au départ qu'il y avait beaucoup de choses et que c'était un peu confus, mais je dois dire que j'ai vraiment bien aimé la manière dont tout arrive à se regrouper à la fin et que c'était particulièrement bien fait, la manière dont tout se regroupe à la fin. Donc voilà, pour ce qui est des autres événements qu'on va suivre, on a la jeune sœur, celle qui a déjà eu un enfant, qui rencontre un homme et qui veut se marier avec lui. Mais cet homme n'est pas très bien vu par le reste de la famille, ils ont un peu des soupçons sur lui, ils pensent que c'est un homme qui n'est pas très clair. Et on a également Sis qui va découvrir dans le jardin de sa grand-mère des ossements humains. Voilà. Et qui se demande un peu ce que c'est. Et Bella, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'amie de sa grand-mère, va lui dire que non, il faut pas en parler. Et donc il y a un peu tout ça qui se profile, et en même temps il y a un ouragan qui arrive, plus donc le grand frère, enfin le petit frère qui vient de revenir de la guerre du Vietnam. Donc voilà, beaucoup d'éléments mis ensemble, et c'était un petit peu lent quand même au démarrage. Je trouvais qu'au départ on comprenait pas très bien pourquoi il y avait toutes ces choses, finalement chaque histoire séparée prend un peu de temps à se mettre en place, mais comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé la manière dont tout arrive ensemble à la fin. Je trouve que généralement dans les romans, quand toutes les choses doivent arriver et se remettre ensemble, c'est pas toujours très bien fait. C'est parfois un peu maladroit, et en l'occurrence voilà, je trouvais vraiment que c'était une force ici. Par contre c'est un roman dans lequel j'ai également trouvé qu'il y avait quelques maladresses. Hélène Hussey est une femme blanche et je pense que ça joue un peu. Il y a certaines choses qui sont dites dedans, je suis pas sûre que ça se dirait encore maintenant. C'est une femme blanche et un petit peu âgée aussi, américaine, et je pense que certaines choses ne seraient pas dites par quelqu'un d'un peu plus jeune, soit blanc et un peu plus informé, ou soit une personne noire. Enfin voilà, je pense qu'il y a quelques petites choses qui étaient un petit peu étranges dans le roman. On nous parle beaucoup de la femme noire du groupe, donc Bella, comme quoi elle est en surpoids, enfin des choses comme ça. Enfin c'était un petit peu... Ouais, il y a quelques petites choses qui m'ont fait tiquer, ça reste des petites choses dans le récit, mais voilà, c'est pas hyper cool de ce côté-là. Et j'ai vraiment bien aimé aussi les personnages et la manière dont on montre cette famille très unie, même s'ils sont tous différents, et même si c'est une famille un peu particulière, puisque du coup ce sont 3 petits-enfants, mais qui sont maintenant adultes, qui ont grandi avec leur grand-mère et l'amie de leur grand-mère, enfin voilà. Mais c'était vraiment très chouette. Et donc le tout sinon se passe aux États-Unis en 1969, donc il y a également l'histoire de de Neil Armstrong qui vient de marcher sur la lune, etc. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Et par contre c'est vrai qu'une fois que tous les éléments se rejoignent, j'ai trouvé que la fin était un petit peu en demi-teinte, qu'il y avait certaines choses ouais, où je voyais pas trop l'intérêt de faire ça sur la toute fin. Mais voilà, sinon ça a été quand même du coup une plutôt bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu. Il y a certaines choses que j'aurais aimé voir différentes et d'autres choses que j'ai appréciées, et du coup j'ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite on va pouvoir passer au côté graphique. Tout d'abord je me suis donc procuré les 2 tomes, ce ne sont pas vraiment des tomes, mais en tout cas les 2 storytellers publiés par les éditions Kinaï. Ce sont donc des sortes d'anthologies en fait qui sont éditées au départ en anglais par Jim Henson, et pour ceux qui ne connaissent pas comme moi d'ailleurs l'histoire du storyteller, le storyteller c'était un dessin animé pour les enfants américain. Je sais pas si ça a été... Je pense que ça a été diffusé en France, mais il y a assez longtemps. J'étais trop jeune pour voir ça en tout cas. Et l'histoire du storyteller à chaque fois, c'est que c'est un vieux monsieur, un vieux papy qui est dans son salon devant son feu de cheminée avec son chien et qui raconte des histoires à son chien. En tout cas dans la bande dessinée c'est à son chien, mais qui raconte en tout cas des histoires. Et donc pour faire ces 2 titres, donc le storyteller dragon et le storyteller sorcière, Jim Henson a fait appel à 4 auteurs de bande dessinée à chaque fois, des auteurs de bande dessinée pas forcément très connus, souvent plutôt des jeunes talents, des personnes montantes de la bande dessinée, et leur a proposé à chaque fois de faire une nouvelle sur le thème soit des sorcières, soit des dragons, en sachant qu'ils sont assez libres, il faut juste qu'il y ait un moment cet homme qui raconte cette histoire à son chien devant sa cheminée dans son salon. Mais voilà, du coup pour ce qui est de l'histoire. Et après les nouvelles sont différentes à chaque fois. Pour ma part j'ai commencé avec le storyteller dragon. Je vous recommande plutôt de commencer avec le storyteller sorcière, puisque le storyteller sorcière explique un petit peu justement le projet storyteller, mais si celui des sorcières vous intéresse pas, vous pouvez lire directement celui des dragons, ça pose pas de soucis. Moi j'avais commencé avec celui des dragons, c'est juste que j'ai un peu mieux compris le projet etc. en lisant après celui des sorcières.
Et du coup à chaque fois, en fait comme à chaque fois il y a 4 auteurs de bande dessinée différents, du coup à chaque fois il y a 4 styles différents plus 4 histoires différentes. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'à chaque fois donc, les styles sont très différents et ça parle également d'endroits différents dans le monde, ce que j'ai trouvé plutôt chouette. C'est particulièrement le cas avec celui des dragons, même si celui des sorcières propose aussi une diversité. Et pour les deux, il y a un point commun, c'est que j'ai adoré la première histoire et le premier style de dessin à chaque fois. Et j'ai un peu moins apprécié les autres, mais voilà, ça reste des chouettes découvertes. Et pour le premier, du coup, celui que j'ai adoré, c'est celui qui traite de la mythologie amérindienne, avec un dragon amérindien, et du coup des couleurs vraiment très chouettes. C'est un style de dessin qui change vraiment, je trouve. Et pour celui des sorcières, c'était un style de dessin et aussi toute une manière d'écrire autour des pages qui était vraiment super intéressante. Malheureusement j'ai regardé, la personne qui a fait ça n'a pas publié d'ouvrage en son propre nom. Si ça avait été le cas, je pense que je l'aurais acheté directement. Puisque voilà, du coup c'est ce style de planche en fait qui est très déstructuré, avec des écritures un peu dans tous les sens, un côté très conte, et des dessins que j'ai trouvé vraiment super jolis. Donc voilà. Pour ce qui est des autres histoires, à chaque fois, je les ai plutôt bien appréciées, mais certains styles de dessin m'ont moins parlé que d'autres. Et du coup, j'ai mis la note de 15/20 à chacun de ces deux storytellers. Ils sont en ce moment en promo sur le site de Isneo si vous voulez les lire en numérique. Ils sont au prix de 3€, je sais pas encore combien de temps ça va durer. Moi je les ai lus comme ça, je me suis procuré en profitant de l'offre. Et pour ce qui est de l'autre titre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Esmé, le premier tome qui s'appelle Envoyé d'outre-tombe. C'est par Catherine Naumann-Villemain et Maëlle Chaleur. C'est aux éditions Jungle. Et je l'ai lu aussi sur Isneo, mais ça c'est parce que je fais partie maintenant des super lecteurs Isneo, du coup ça me permet de lire des titres récents en échange d'une chronique. C'est un peu le même système que sur NetGalley, sauf que c'est directement la plateforme Isneo qui vous les envoie et non pas, enfin ça transite pas par une personne de la maison d'édition. Donc voilà, du coup j'ai demandé à lire le premier tome de Esmé. Pour vous montrer les dessins, c'est vraiment très similaire à ce qu'on voit sur la couverture. Je suis désolée, on verra pas très bien sur mon téléphone. Du coup, la série Esmé, c'est une série qui fait, je trouve, un joli démarrage avec ce tome 1, mais qui fait un démarrage assez conventionnel. C'est une bande dessinée dans laquelle il se passe ce qu'on attend qu'il se passe, globalement. Mais les dessins sont très mignons et c'est sympa à lire. La série Esmé, l'histoire c'est que Esmé vit donc dans un cimetière, puisque c'est un fantôme, et elle vit du coup avec d'autres fantômes dans son cimetière, sauf qu'il commence depuis ces derniers temps à recevoir des appels très étranges qui viennent du monde des vivants. Et du coup il décide d'enquêter et d'envoyer Esmé dans le monde des vivants pour essayer de comprendre ce qui se passe. Puisque c'est la plus jeune, du coup il l'envoie au lycée. Et il se passe en fait tout ce qu'on peut attendre d'une jeune fille qui débarque du XVIIe siècle je crois, et qui arrive, du XVIe peut-être, qui arrive au lycée et qui découvre le téléphone portable, internet, la sonnerie de la cour d'école, les habits des gens, enfin voilà, tout ça. Donc ouais, c'est rigolo, c'est mignon, c'est assez prévisible, ça ressemble un peu à l'histoire de Nobody Weds pour ceux qui l'ont lu. Mais voilà, c'était plutôt chouette. Et c'est mignon, et je trouve que les personnages montrent quand même des choses qui pourront être bien exploitées je pense par la suite. Donc voilà, et j'ai mis du coup la note de 15/20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres ou s'il y en a certains qui vous intéressent. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!